Victor Loranger a disparu, volatilisé un matin de septembre 1951, alors que ses enfants découvraient le corps agonisant de leur mère, très grièvement blessée. Considéré comme le principal témoin, Victor Loranger sera recherché par toutes les polices du pays et son signalement sera également transmis aux autorités américaines. De nombreuses pistes, beaucoup de spéculations, mais aucune certitude. Un mystère qui a traversé les décennies et dont les réponses pourraient bien se trouver sous les yeux même des habitants de la petite ville d'Acton Vale. À moins que cette apparence de drame familial cache quelque chose de bien plus mystérieux. Voici l'histoire du meurtre de Regina Morel et de la disparition de Victor Loranger. Je suis Annie Richard. Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Nous allons maintenant évoquer aujourd'hui l'histoire du meurtre de Regina Morel Loranger. Ça s'est passé le 13 septembre 1951. Regina Loranger a été retrouvée dans sa chambre, par terre, baignant dans son sang, et elle a été retrouvée par ses propres enfants. Elle était mère de 7 enfants, si mes souvenirs sont bons, et elle était encore consciente quand elle a été retrouvée agonisante dans le fond dans la chambre conjugale. Et certains médias évoquent d'ailleurs que à travers la porte, parce que la porte avait été fermée, elle avait dit à ses filles « Vite, enfonce la porte et viens me secourir ». Elle a été transportée à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Et donc ça, c'était le 13 septembre 1951. Et elle est morte, figurez-vous, le 22 octobre 1951 à l'hôpital Notre-Dame à Montréal, parce qu'entre-temps, elle a été transférée d'hôpital, étant donné son état. Elle avait été transférée de l'hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe à l'hôpital Notre-Dame. Donc elle a été trouvée dans sa chambre vers 6 heures du matin, à son domicile près d'Acton Vale. Par ses propres enfants, comme je l'ai dit, elle souffrait de multiples blessures à la tête qui auraient été causées par un marteau. Les médias parlent même d'une fracture ouverte au crâne, donc de blessures très très sérieuses. Et il se trouve aussi que son époux, son mari, qui s'appelle Victor Loranger, a disparu le jour même. Donc en fin limier qu'on peut être, autant vous autres auditeurs que nous autres, c'est sûr, et aussi également les médias, on fait très vite le rapprochement. Une femme qui est retrouvée agonisante chez elle, le mari qui disparaît, eh oui, 1 + 1 = 2, on cherche le mari. La police déploie énormément de moyens pour fouiller les forêts, les alentours d'Acton Vale, et ne trouvant absolument pas de traces de Victor Loranger. Donc, c'est un peu cette histoire dont on va vous parler aujourd'hui. Dans la presse du 28 septembre 1951, on révèle que des battues seront organisées avec une centaine d'hommes dans les bois d'Acton Vale pour retracer toujours Victor Loranger qui demeure introuvable. Dans le numéro du 1er octobre, toujours dans la presse, on parle même de plus de 200 policiers et volontaires qui ont participé aux battues. Plus de 2000 milles carrés, donc ça en fait des kilomètres, ont été couverts.
Et Ubald de Legault, qui fait partie des enquêteurs à l'époque, dit d'ailleurs que nous croyons qu'il s'était suicidé. Mais nous n'avons rien découvert, il se peut qu'il ait quitté la région. Bref, de ce qu'il dit, il n'en sait absolument rien parce qu'il évoque un suicide et puis en même temps, il parle que Victor Loranger aurait peut-être quitté la région. Oui, et aussi, bon, les suites qu'on a eues, si on regarde la revue de presse, en fait, les journaux, c'est que Victor Loranger, rapidement, on a émis l'hypothèse. Je ne sais pas d'où cette hypothèse-là venait, là, parce qu'encore une fois, ça restait, c'était, disons, c'était spécial un peu que ça ressorte une hypothèse comme ça, c'est qu'il se serait jeté dans le puits d'une mine. Une mine qui, à l'époque, là, était remplie d'eau aussi, dans le fond, au fond de cette mine-là, et que c'était pas possible, en fait, de pouvoir assécher ça et donc d'aller chercher, possiblement si c'était vrai qu'il s'était lancé là, parce qu'il y a suicide, oui, mais un suicide où on ne peut pas retrouver le corps, ben on n'a pas de résolution, on n'a pas... Donc, son corps aurait, pour la plupart, pour beaucoup de gens, c'était... en quelque sorte, une résolution, même si ce ne l'était pas légalement, que Victor Loranger était dans le fond d'une mine. Ben en fait, si je peux me permettre, c'est un article qui a été, entre autres, on en a peut-être parlé dans plusieurs articles, tu me diras, mais le 24 octobre 1959, dans un article de Alain Robert dans Le Samedi, ça devait être un hebdomadaire, j'imagine. Il dit dans cet article que des personnes dignes de foi, d'après toujours Alain Robert, pensent que Loranger serait mort, qu'il se serait suicidé. Loranger aurait lui-même déclaré, semble-t-il, qu'il souhaitait s'enlever la vie et que, pour ce faire, il le ferait dans les mines désaffectées. Mais l'exploration de la mine, comme tu le dis, est quasi impossible. Il y a tellement d'eau qu'il faudrait vider vraiment toutes les galeries. Assécher le puits, qui n'était pas possible. Et encore là, va-t-on trouver les restes de Victor Loranger? Ce qui est étonnant. Aurait été, oui. Donc, c'est sûr que c'était la rumeur qui courait à l'époque. Puis il ne cite pas de nom, hein? Parce que c'est ça. Alain Robert dit des personnes dignes de foi. Oui, mais enfin, de sa foi à lui, je sais pas. Digne de foi dans les années 50, ça reste nébuleux. Mais donc, c'est ça. Ça a été... ce que je voulais rajouter, c'est que partout dans la presse, dans beaucoup de journaux, Victor Loranger était un des 10 fugitifs les plus recherchés du Canada. Parmi des cas vraiment, là, dont Claude Faneuf, qui était là, un fraudeur, là, qui était très... à l'époque, c'est pas un nom qu'aujourd'hui on reconnaît, mais qui avait fraudé pour ce qui équivaut aujourd'hui à des millions. Je pense même que c'était 1 million à l'époque. Des gens puis qui avaient, en fait, qui s'étaient exilés sur un yacht de luxe qu'on ne l'a jamais revu. Puis, donc, Victor Loranger faisait partie de ce que j'appelle des most wanted, là, à l'anglophone, de Canadiens là, qui étaient recherchés. Puis, c'était pas des petits cas, là, des évadés multirécidivistes et tout ça. C'est pas qu'il y avait un passé criminel, mais c'est qu'il faisait partie de ceux qu'on voulait le plus retrouver par rapport à son histoire. Puis, et malheureusement, c'est ça, ça n'a pas été le cas. Puis je pense qu'il y avait un peu de fierté de la part des policiers parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu 200 hommes qui ont été déployés pour chercher Loranger. Ils ont fait chou blanc, pas moyen de mettre la main sur Victor Loranger. Apparemment, pas le moindre indice non plus, parce que quelqu'un qui prend la fuite, des fois, il laisse... soit il y a des gens qui le voient passer quelque part ou qui ont des informations concernant une éventuelle fuite. Là, absolument rien. Donc ça, c'était la première hypothèse. La fuite, le suicide. On parle toujours dans le même article du 24 octobre 1959 signé par Alain Robert. Lui, il dit qu'un proche parent du fugitif, il rajoute, c'est très aussi très 1950, hein, enfin années 50, nous préférons taire son nom car ce serait attirer inutilement sur lui une publicité qu'il ne cherche pas. Ben voyons. Déclaré vers la fin de l'année donc 1952 que Joseph Victor vivait encore. Et ce n'était pas une simple opinion. D'après lui, toujours, ce proche parent affirma avoir vu Victor à plusieurs reprises depuis le 13 septembre 1951. Il faut pourtant ajouter que ces dernières informations manquaient de précision. D'après ce parent, Joseph Victor se trouve encore dans les cantons de l'Est. Il ne reste pas longtemps au même endroit, cependant, afin de dépister les poursuivants. Il change continuellement de cachette. Comment dire ?
J'ai beaucoup, beaucoup de mal, de misère avec ce genre de témoignage parce que, ok, quelqu'un peut fuir la police, peut changer, peut rester dans la même région quelques jours, puis échapper à la police. Mais là, ça supposerait qu'il y ait des complices qui le cachent parce qu'il ne peut pas, comme ça, dormir à la belle étoile dans un bois, dans un pré, puis changer de place comme ça à longueur de semaines. Ça arrivait. On appelait des ermites, là. Ça arrivait, mais disons que... Ça prend quand même une préparation, non? En Tu fait, ça pars pas prend des comme ça. nerfs d'acier, là, j'ai l'impression. Là. Aussi, Une mais résilience. puis passer inaperçu aussi, je trouve ça un peu spécial parce que lui, le soi-disant proche parent du fugitif, lui l'aurait vu, mais de ce qu'on comprend, ça serait dans le fond le seul à l'avoir vu parce qu'il y a aucun autre témoignage qui en parle. C'est quand même un peu spécial, non? Tu trouves pas? Oui. Il y a une autre théorie, moi, qui m'avait accrochée, c'était en parcourant, parce que, bon, sur Google Newspaper, on a accès au Allo Police, mais seulement les 3 premières années de cet hebdomadaire-là, c'est-à-dire de 53 à 56, parce que ça a commencé en 1953 à Allo Police. Ce sont des années qui, pour moi, je les aime beaucoup, c'est correct. Donc, j'avais découvert qu'en 1955, sur l'Allo Police, avait apparu un crâne. Oui. Un crâne qui était même photographié, à savoir si c'est le bon. Je crois que oui, parce qu'Allo Police prenait souvent les photos des dépouilles. Ils avaient de bonnes sources aussi. Mm-hmm. Donc, on avait le crâne complet de quelqu'un qui avait trouvé ce crâne-là dans le coin de Melbourne ou Windsor Mills. Là, on ne parle pas de l'Australie, là. C'est vraiment dans le coin toujours de la région d'Acton Vale. C'est ça. Et puis là, le crâne, c'était « Est-ce Victor Loranger ?» C'était le gros titre. Puis là, ça m'a interpellée, évidemment, parce que moi, j'étais un peu là-dessus, parce que là, on va le voir un peu plus tard, mais la famille, j'avais des gens qui m'avaient contacté à ce propos-là. Pas à propos de ce crâne-là, mais sur le sujet, sur l'événement en tant que tel. Puis, j'ai commandé l'enquête du coroner du crâne à BANQ Sherbrooke. Et puis, c'était une très mince enquête du coroner. Qui ne donnait pas du tout d'indices par rapport à Victor Loranger, malgré ce qui était noté dans la Allo Police. C'était simplement de dire un crâne de personnes inconnues, pas de traces, pas de croquis sur les dents ou quoi que ce soit. Évidemment, il devait y avoir des photos à l'époque parce qu'il y en a une sur Allo Police. Puis, rien de spécial, là, seulement, à quelle heure ça a été découvert, à quel coin. Comme un code, il appelait ça un cas de recherche, en fait. C'était comme des enquêtes du coroner où on faisait juste s'assurer, là, faire un cas de recherche, finalement, comme ça le dit. Puis, ce qui s'est passé, c'est que les articles disaient que les médecins légistes avaient dit que ça ne pouvait pas être Victor Loranger. Bon, OK, en 1955, pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas pas de comparatif. On n'a pas de registre dentaire de Victor Loranger. Il n'y a pas de cheveux. Après, des fois, on peut trouver des cheveux près d'un crâne, par contre, parce que les cheveux se désagrègent pas facilement. Mais là, il n'y en a pas. On a juste le crâne. Et la raison pour laquelle ils ont décidé, comment je pourrais dire, le verdict qui était qu'on écarte, admettons, Victor Loranger de l'hypothèse que ce soit lui qui soit le crâne, c'était que le crâne n'avait pas la même largeur de front, admettons. Bon, tu sais, moi, je trouvais ça très... par rapport c'est quasiment par rapport au front qu'il est supposé d'avoir. C'est ça, alors là, c'est sûr que j'ai regardé les photos de Victor, mais c'est comme à un moment donné, si... non, c'était pas formé. Ça reste pour moi une hypothèse que je trouve intéressante parce que si c'est enfui ou si on l'a abandonné à quelque part de force, faut pas oublier qu'une personne, mettons, pendue, ça va être très sombre, là, ce que je vais dire. Quelqu'un qui se pend après un arbre, admettons, après putréfaction, quand il ne reste plus de chair, de muscles, etc., la tête va se détacher. Donc, on ne verra pas nécessairement après plusieurs années, de 51 à 54, que, dans le fond, la cause du décès est une pendaison, que ce soit avec tierce personne, que ce soit volontaire ou non, en fait. Donc, on ne le sait pas, là, tu sais, est-ce qu'il était perdu dans le bois? Je ne suis pas certaine que c'est Victor Loranger, mais disons que ce type d'hypothèse-là m'interpelle peut-être plus que le proche en 59, mais ça reste que ce crâne-là reste non résolu. Il y a une chose, par exemple, qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les années 50, en 55, un cadavre non identifié, vous pourrez faire l'exercice vous-même. Autant sur BANQ, quand on va dans les enquêtes, il y a une nouvelle section pour les enquêtes du coroner de différentes régions, différentes périodes d'années. On peut écrire
identifié avec un E pour une femme ou non, ou femme ou homme ou bébé, ou en tout cas, quand on ne met pas de nom, mais qu'on met des noms génériques comme ça pour définir une femme, un homme, etc., pour non identifier, il y en avait énormément. On le sait, de toute façon, le crime était beaucoup plus fréquent qu'aujourd'hui. Puis même sur les sites de généalogie, si on rentre dans le décès et qu'on écrit non identifié ou femme non identifiée, on en a toute une tralée, si je peux dire. Donc, c'est pas non plus hors du commun qu'on trouve un crâne dans un bois. Mais moi, je pense que c'est possible que c'était peut-être Victor Loranger, parce qu'en tout cas, il n'y a rien qui nous prouve que ce l'était pas, parce que l'histoire que le front ne fitait pas, ben moi, c'est sûr que c'est pas suffisant pour moi. Non, ça c'est clair. Et puis encore une fois, c'est sur quel comparatif? Si on avait mesuré de son vivant le front de Victor Loranger et qu'on aurait répertorié la taille de son front, on aurait pu effectivement le comparer avec le crâne. Maintenant, scientifiquement, qu'on ne puisse pas affirmer avec certitude qu'il s'agit du crâne de Victor Loranger, on comprend ça. Je pense que c'est facile de voir qu'effectivement, il n'y avait pas de comparatif et qu'on ne peut pas dire « Ok, c'est le crâne de Victor Loranger ». Donc, je me mets à la place du médecin légiste. C'est sûr qu'à partir du moment où on ne peut pas affirmer avec une certitude qu'il s'agit du sien, du crâne de Victor Loranger, à partir de ce moment-là, on dit j'ai absolument rien qui permet de l'affirmer. L'autre chose aussi que je veux dire, c'est que le crâne a été retrouvé à proximité d'un ancien cimetière indien qui, d'après les médias, dit que ce cimetière a été passablement négligé. Alors, il y avait une autre hypothèse qui parlait que peut-être qu'il y aurait des animaux sauvages, parce qu'on est quand même dans une région rurale, il faut l'admettre. Peut-être que des animaux sauvages auraient peut-être déterré des ossements et dont un crâne. Et puis, dans ces régions-là, des ossements, que ce soit des ossements d'animaux ou des ossements humains, ça se balade beaucoup. Et donc, ça pourrait être aussi une autre explication. Hein. Encore une fois, il n'y a aucune certitude dans ce que l'on dit, mais ça pourrait être une explication sur l'origine du crâne. Ça pourrait être effectivement un crâne qui aurait été déterré par des animaux, tout simplement. Mais ça reste une hypothèse à prendre en considération. Puis ça a fait effectivement les choux gras des journalistes. Il faut quand même dire qu'on parle de 1955. Le drame s'est passé en 1951. Il a pu s'en passer aussi des affaires dans la région d'Actonville. Maintenant, on a raconté l'histoire là, de Regina et de Victor avec, déjà, nos opinions par rapport à ce qui a été dit dans les médias à l'époque. Maintenant, ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est que tout récemment, dans les dernières années, il y a un membre de l'entourage, en fait, qui m'avait contacté via le blog de Historiquement Logique à l'époque, par rapport au fait que eux ont toujours eu une théorie qui pouvait sembler très conspirationniste là, pour des gens qui vont regarder ça vitement, qui ne vont pas creuser nécessairement l'affaire, comme quoi ça pourrait être totalement une autre chose qui s'est passée et que Victor ne serait pas le meurtrier de Regina. Qu'en fait, les deux personnes auraient pu être exécutées. Je vais y aller directement, dans le fond, là, sans nommer de nom, évidemment. Regina aurait pu peut-être être la maîtresse de quelqu'un qui était important et on était quelqu'un de notable de la région. Et qui, pour des raisons, on ne sait pas, moi, je nomme ça comme ça, d'élection imminente ou quoi que ce soit, de quelque chose... d'avancement de carrière. Oui, exactement. Parce que là, on parle d'hypothèse. Hein? On n'oublie pas qu'on n'est pas en train, on ne veut pas faire de diffamation. Mais si on nomme pas les choses avec délicatesse, comme j'essaie de le faire présentement, ben on n'avancera pas. Puis moi, je trouve ça correct aussi qu'on émette ces hypothèses-là puis qu'on soit à l'écoute des familles. Exactement. Je trouve ça très important que ce soit, pour que ce soit loufoque ou non pour des gens, pour moi, ça ne l'est pas, de toute façon. Donc, ce qu'elle me raconte dans beaucoup de... ça fait beaucoup de sens avec un bon français, tout ça, cette dame-là, parce qu'on se correspondait via courriel. Et puis, elle me racontait que, dans le fond, la famille à l'époque, parce que là, on parle d'il y a quand même longtemps, mais ces gens-là sont encore vivants, surtout les enfants, parce qu'on parle aussi des enfants. Eux, ils ne m'ont pas contacté. Là. Je ne veux pas parler pour eux. Je ne parle jamais à la place des victimes, mais eux sont encore vivants. Donc,
à l'époque, une rumeur circulait que Regina, c'est ça, aurait pu être maîtresse de quelqu'un et puis qu'on aurait voulu la faire taire et que, par le fait même, évidemment, probablement que le mari devait disparaître lui aussi. Donc, ça, c'est la grande hypothèse qui peut avoir l'air, disons, intense, là, et tout ça. Mais c'était appuyé de quelques faits qui ont fait que j'ai trouvé que ça méritait quand même, en tout cas, ça suscitait ma curiosité. On parlait de gens qui ont pu, parce qu'évidemment, les personnes souvent qui vont commander, qui vont vouloir te faire taire, ce n'est pas nécessairement ceux qui vont se salir les mains, entre guillemets. Ça prend des hommes de main. C'est ça, ça prend quelqu'un qui va faire la job, comme on dit. Et puis, il y a des gens qui auraient pu faire ce travail-là, ou en tout cas qui étaient au courant, peu importe, là, et qui, par la suite, auraient les deux commis un suicide, finalement, de façon très similaire en plus. Et là, j'ai voulu vérifier. Non seulement j'ai vérifié qu'en généalogie, ces gens-là étaient réellement décédés aux dates que cette dame-là m'expliquait. Et qui plus est, j'ai commandé l'enquête du coroner parce qu'un suicide mérite toujours une enquête du coroner pour s'assurer qu'il n'y a pas une tierce personne et aussi parce que c'est une mort suspecte. Ouais. Pourquoi la personne s'est donné la mort. Tout ça, bon, c'est sûr, à cette époque-là, ça n'avait pas le même rôle, le coroner, là, mais quand même, il y en avait. Un suicide, il y avait toujours une enquête du coroner. Donc, ces deux personnes-là se sont réellement suicidées. Et il y aurait même rumeur qu'il y en a un de ces deux-là qui aurait laissé une lettre, qui aurait fait des aveux, en fait, de connaître très bien la vérité, d'être même partie prenante de l'élimination, ni plus ni moins, de eux. Et que oui, peut-être que Victor Loranger serait bel et bien dans le fond de la mine, mais ce ne serait pas un acte volontaire nécessairement. D'accord. Ça, c'est ce qu'on m'a raconté, mais que même pour ces gens-là, pour cette personne-là qui me raconte ça, c'est hypothétique, là. On n'est pas nécessairement dans le... C'est une personne très sensée là, qui me raconte ça. Donc, il y a ça. Il y a aussi que j'ai parlé à une autre personne qui reste anonyme. Là. Je respecte beaucoup ça. Ben, on respecte beaucoup ça. Mm-hmm. Puis, cette personne-là m'a raconté que, selon certains dires, là, quand, tu l'as dit tantôt, Jean-Philippe, Regina est restée en vie quand même longtemps. Oui. Il y a un bout, j'imagine, qui était rendue probablement inconsciente. Mais quand il paraîtrait qu'il y aurait un membre de la famille qui se serait rendu à l'hôpital au moment où c'était arrivé, puis qui aurait demandé à Regina, est-ce que c'est Victor qui t'a fait ça? Puis qui aurait demandé de faire une espèce de code pour répondre, là, avec un clignement d'yeux. Et elle aurait répondu que c'était pas Victor qui aurait fait ça avec un code code non-verbal, finalement. Elle cligne 2 fois des yeux pour non, une fois pour oui. Hein. Et là, je suis vraiment dans les histoires de perron d'église, comme j'appelle. Mais moi, comme je dis, je les prends. Puis... qu'est-ce qui fait que ça est plus ou moins valable que quelque chose qui a pu être dit, la main sur la Bible, mais qui peut être absolument n'importe quoi non plus? Pour moi, c'est juste, quand ça fait longtemps comme ça, je trouve ça plaisant de prendre le pouls de tout un chacun. Puis je trouve ça intéressant parce que si c'est vrai, ça, c'est parlant, là. C'est vraiment parlant. Puis je trouve ça bien intéressant. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et puis je pense que vous aurez la même analyse que nous, c'est que quand on parle d'un crâne dont on ne sait pas trop quelle est la source, puis on n'a aucune certitude, quand on parle de oui-dire par rapport à un éventuel suicide, il y a quelqu'un, mais qui n'est jamais nommé, on ne sait pas trop, qui dit que dans le fond, Victor Loranger aurait le goût de se suicider. Ben, quand on rajoute des témoignages de la famille, des descendants, par exemple, de Victor Loranger, ou quand on rajoute un témoignage de quelqu'un qui, si vous voulez faire parler de lui, il nous aurait dit son nom, ou il aurait pas eu de problème à ce qu'on le cite, c'est pas quelqu'un qui se cherche de la publicité, eh bien, vous comprenez que une théorie vaut une autre, dans le fond. Il n'y a pas pourquoi le crâne aurait plus de poids, aurait plus de crédibilité que le témoignage de personnes qui auraient entendu dire que Regina Loranger aurait eu des relations extra-conjugales, par exemple, avec un notable de la région. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous apportes, Annie, c'est qu'il y a le témoignage familial, hein, les personnes qui sont rentrées en contact avec toi, et puis il y a ce témoignage
qui est extra-familial, de quelqu'un qui n'est pas en rapport Non, c'est ça. avec la famille de Victor Loranger et qui semble concorder. L'autre histoire, c'est que quand même, on parle de 3 individus qui seraient reliés donc à l'assassinat de Regina et de Victor Loranger. Et sur les 3, il y en a 2 qui se seraient suicidés. C'est quand même beaucoup, hein, c'est quand même un quota assez élevé. Et puis, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que la 3e personne qui est décédée dans son lit de mort aurait dit aussi à son fils, me semble, il aurait fait des aveux à son fils, ça se peut-tu, ou c'est moi qui me En fait, mélange? c'est un de celui qui s'est suicidé. Ah, Ouais, ok, d'accord. ouais. Bon, À une différence, les 2 personnes qui se sont suicidées, c'est exactement de la même façon et même, je dirais, dans un endroit extrêmement similaire. d'accord. Mais à quelque chose comme À des époques différentes, quand même. 10-15 ans là, Ouais. de différence, mais ça reste que j'ai l'impression qu'il y a des... Bon, on peut avoir... ça reste de l'extrapolation, hein, mais suicider, une mort qu'on se donne exactement de la même façon, il n'y en a pas 46 millions de traits communs, je dirais. Il y a toujours des choses insolites, mais là, on n'était pas dans l'insolite, mais c'est aussi dans le même endroit, ou presque. Donc, c'est... Tu sais, je trouvais ça un peu... Ces similarités font en sorte que pour moi, ça... C'est sûr que on cherche des filons. Oui. Tu sais, comme tu disais tantôt, qu'est-ce qui a plus de poids entre le crâne? Bien, on n'était pas là. Le pathologiste, qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être c'est même pas tout relaté dans le coroner. Qu'est-ce que vous nous donnez comme restant d'archives? On va faire avec ça. Fait que c'est sûr que moi, le filon, je le trouve bon. Puis je trouve que ces choses-là concordent, tu sais, mais... Après ça, ben on étudie beaucoup de domaines là, quand on est rendu là-dedans. On étudie la politique du temps, hein, puis de la région, puis tu sais. Des choses c'est qui peuvent ça. déranger, des choses qui peuvent nuire à une carrière aussi. Quand on parle de relations extra-conjugales, c'est sûr que à notre époque, c'est différent. Puis qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est une autre chose. On n'est pas là pour juger, mais il faut bien savoir que quand on parle de 1951. Des relations extra-conjugales n'étaient pas non plus d'abord socialement acceptées, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis ça pouvait aisément foutre en l'air, excusez-moi l'expression, des carrières et des carrières, quelle que soit d'ailleurs l'importance, surtout quand on parle de notables. Oui, puis aussi même les familles, parce que la famille des proches peuvent avoir honte à cette époque-là par rapport à Regina. Tu sais, tout en gardant le rapprochement avec la famille, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était quelque chose de plus honteux qu'aujourd'hui. Juste dans l'affaire Lambert, le fait que les choses se produisaient dans un bar où il y avait un spectacle de sadomasochisme, puis que le front page, on mettait l'accent là-dessus, ça pouvait, sans dénigrer le spectacle sadomasochiste, c'est pas ça, mais la façon de le faire était comme loufoque un peu, de mettre ça de cette manière-là sur le journal, comme si on rendait la mort de Nora quasiment risible d'une certaine façon. C'est ça, c'est le bonheur pour les journalistes et les journaux, mais ça l'est beaucoup moins pour les proches et les familles. On ne connaît pas non plus la situation économique que ce couple-là avait. Regina, avec ses 7 enfants, est-ce que c'est une femme qui avait besoin d'avoir des activités, revenus d'appoint de l'époque qui étaient absolument, disons, que ça pouvait porter jugement pour la famille à l'époque, parce que comme tu dis, c'est pas le même, on n'aura pas du tout la même façon de voir les choses en 2020 qu'à cette époque-là. Là. Mais nous, c'est sûr que ce qui est le fun de pouvoir revoir les choses avec notre œil de 2020, c'est qu'on se dit, mon doux, mais pauvre personne dans ce temps-là qui vivait des choses comme ça, cette femme-là, ou encore la famille qui vit avec... qui est soudoyée d'une certaine façon, avec une histoire où peut-être qu'ils n'auront pas nécessairement envie de se mettre sur la sellette, exact. Mais qui, dans le fond, méritaient tout autant d'être résolus que d'autres. Maintenant, on en est à parler de nos hypothèses. Alors, je vais me lancer. C'est délicat, c'est difficile parce qu'il y a d'un côté une version qui est sortie, plusieurs versions qui sont sorties dans les médias entre le suicide, la fuite, le crâne de Melbourne, et puis une histoire qui est, ma foi, une belle histoire. Et puis des fois, j'aime ça un peu, le côté caché, le côté les histoires qu'on veut étouffer. Ça, et puis je pense que ça intéresse beaucoup de monde.
En même temps, quand je regarde le crime en tant que tel, la sauvagerie à laquelle le crime a été perpétué, quand même avec un marteau, à coups de marteau, plusieurs coups de marteau, à défoncer le crâne, c'est sûr que si on regarde juste cet élément-là, on pense souvent à un crime, jaillit ce terme-là de crime passionnel, parce que je trouve que c'est un peu atténuer Mhm. le crime en tant que tel, mais un crime, je vais dire, personnel, de quelqu'un qui connaît la personne directement. Et puis, quand on parle d'un marteau, c'est une arme d'opportunité, c'est-à-dire qu'on prend l'objet qui est le plus proche de soi. C'est pas quelque chose comme une arme à feu, par exemple, ou même une arme blanche. On prend une arme à feu parce que on a le dessein de tuer ou d'assassiner quelqu'un, comme une arme blanche pour se défendre ou pour agresser quelqu'un. Un marteau, un meurtrier ne part pas avec son marteau pour commettre un crime. Il va prendre, je pense, une arme plus efficace. Et surtout qu'il en a quand même fallu peu pour que Regina survive, parce qu'elle a quand même, je rappelle les dates, elle a été retrouvée le 13 septembre 51, elle est décédée le 22 octobre. Donc, tu sais, elle aurait pu, je ne sais pas si elle aurait pu vraiment s'en sortir sans séquelles, ça serait étonnant, mais elle aurait pu parler, elle aurait pu. Tu sais, donc, le crime, quand je regarde juste le crime en tant que tel, l'acte en tant que tel, ça me fait penser à quelque chose, une, d'opportuniste, quelque chose, peut-être, mettons, une chicane de couple, et puis là, je me saisis du Mhm. marteau, et puis je frappe mon épouse, et puis là, tout d'un coup, je réalise ce que je suis en train de faire, et je prends la fuite. Ça me fait penser à ça, et c'est pour ça que dans un premier temps, le meurtre intrafamilial, le meurtre conjugal, je ne sais pas trop comment le définir, me paraît pas mal crédible. Le problème, c'est que cette histoire que tu as racontée de ces gens qui t'ont contacté, c'est une belle histoire aussi. Mhm. Mais je sais pas, j'ai du mal à me faire une tête là-dessus parce que, bon, on dit, en plus, Victor Lorangerie était habillé d'une salopette. Il y a quelqu'un qui l'aurait vu partir en courant, mais pareil, il n'y a pas de nom, c'est pas très clair. C'est peut-être apparu juste dans un article, et puis on va le répéter régulièrement, mais la précision des médias à l'époque, déjà aujourd'hui, on peut constater qu'il y a pas mal d'imprécisions, mais à l'époque, c'était encore pire. Moi, peut-être parce que je veux lancer un débat entre nous aussi, mais moi, je serais tenté de dire que euh, peut-être qu'il y avait une relation extra-conjugale, peut-être que Victor Loranger l'a découvert et qu'ils se sont chicanés. Alors, il y a des bruits aussi qui parlaient que Victor Loranger était régulièrement violent. Bon, c'est difficile à dire. Est-ce que violent, est-ce que c'était des cris, est-ce que c'était physique? C'est difficile à dire. Et puis encore là, il y a pas, on n'a aucune certitude. Et que peut-être que ça a été la goutte d'eau de trop, que ce jour-là, il s'est saisi d'un marteau et puis a décidé d'en finir avec Régina Loranger. Je sais pas. Moi, c'est à la limite, Mhm. aujourd'hui, l'hypothèse que je serais tenté de privilégier. Ben, je penserais pareil aussi, là, au Oh, ben départ. là, Je c'est pas drôle. penserais, je OK. penserais. Parce que au départ, moi aussi, je trouve que ça a les apparences de ça, là. L'affaire, c'est que moi, ce que je me dis, là, disons, au côté statistique, là, c'est que dans des crimes comme ça, c'est pas à toutes les fois qu'on va crier au scandale et à dire non, c'est pas ça qui est arrivé, puis à être obligé de faire l'avocat du diable. Pourquoi dans celui-ci plus qu'un autre? Déjà en partant, je trouve ça spécial. Le fait que moi, quelqu'un, j'ai pas la preuve. J'ai la preuve que c'est vrai qu'il est décédé telle date, par exemple. J'ai la preuve que c'est vrai qu'il s'est suicidé à tel moment, à tel endroit. C'est ce qu'on m'a rapporté, puis on n'est pourtant pas. La personne qui m'a rapporté ça n'est pas proche de la personne qui est décédée. Euh, Pourquoi que cette personne-là fait des aveux? Les aveux auraient été rapportés à la police par la famille même de cette personne-là qui s'est suicidée, ce que je trouve quand même courageux.
Oui. dans le contexte où Tout à fait. les gens, des fois, sont plus patriotiques de leurs propres petites affaires et qui ne vont pas nécessairement Surtout qu'on vouloir parle salir le nom. Là. déjà d'un suicide. Déjà à l'époque, c'était pas quelque chose, un acte qui était condamné par l'Église, on peut le dire, qui était pas, tu sais, on n'aimait pas dire que. Et puis en plus là, on parle d'un suicidé qui aurait avoué un meurtre. Tu sais, c'est deux choses dans le fond que je trouve. Ben, un meurtre, il faut faire attention, je ne sais pas, mais en tout cas d'une complicité dans quelque chose D'une ou en tout cas de conspiration savoir pour, tout, c'est là, ça. parce que j'ai pas la lettre. Là. J'aimerais ça Ouais. l'avoir, mais je ne l'ai Ouais. pas. Puis, donc, c'est ça. C'est que moi, je pense que ça, plus le fait que, bon, c'est plate à dire, mais des fois, il faut se fier au feeling puis au ressenti qu'on a avec la famille, puis on doit juger. Je juge. Des fois, je fais « Ouf, j'ai affaire à quelqu'un d'un petit peu éclectique dans tout ce qu'elle me raconte, c'est éparpillé. » Là, je donne une chance parce que je me dis ben c'est peut-être les émotions, parce que des fois, on est trop impliqué émotivement. Là, je sentais vraiment quelqu'un qui faisait beaucoup de sens. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un vecteur de vérité à 110 %, mais ça reste que ça, plus le fait que j'ai vérifié ce que cette personne-là m'a dit en allant chercher les enquêtes du coroner des personnes, le crâne aussi, où ce que, tu sais, là, on parle de... Je trouve que, bon, le crâne, il n'y a rien à voir avec mes hypothèses nécessairement, mais ce que je veux dire, par rapport à ma suspicion que ce soit vraiment une affaire comme ça, moi, je dirais que c'est 50-50 beaucoup, puis je dirais même que ça penche plus, un petit peu plus vers le fait que Victor Loranger a été assassiné lui aussi. Oui. De toute façon, je ne te cache pas que tout ce que tu nous as raconté par rapport aux suicides, aux deux suicides, aux rumeurs, c'est intriguant. Ça, c'est clair. Et puis, comme je disais tantôt, c'est une belle histoire. J'aimerais y croire. L'autre, ce qui peut expliquer aussi la différence de nos hypothèses ou de nos conclusions, toi et moi, c'est que toi, tu as été aussi directement en contact avec les gens qui t'ont raconté ça. Donc, des fois, comme tu dis, il y a le feeling. Oui, c'est ça. Il y a tu sais, des fois, on est tenté de la personne, comment elle s'exprime, même si c'est pas un gage de vérité, comme tu l'as dit aussi, mais il y a quelque chose, tu sais. Puis, il faut dire qu'avec le temps, tu as aussi appris à détecter les gens qui commencent à te raconter un peu n'importe quoi. Oui, quand on commence à me parler de médium en même temps, oui, par exemple. Je décroche, tu sais. C'est comme... mais quand on me parle de choses pragmatiques puis qui sont vérifiables et que je les vérifie et qu'elles sont réelles, ben ils m'ont un petit peu de leur bord. Là. C'est intriguant. Moi, je ne le cache pas, là, c'est clair que c'est intriguant. C'est pour ça que je serais vraiment autant, comme je vous l'ai dit tantôt, je crois au crime intrafamilial. Malgré tout, je suis absolument pas prêt. Je ne vous dirai pas aujourd'hui que je ne crois absolument pas à la théorie qui a été avancée par la famille. Pour moi, c'est aussi quelque chose de très probable. Surtout que, encore une fois, on dispose de si peu d'éléments par rapport à cette histoire. Pourquoi on devrait privilégier une histoire par rapport à une autre? C'est juste une question de feeling, dans le fond. Et puis, c'est ça. Et puis, ça serait intéressant maintenant d'avoir votre avis, chers auditeurs, de nous dire, ben, dans le fond, qui de nous deux a raison, en tout cas, vous pensez avoir raison? Est-ce que c'est une forme de conspiration, je ne sais pas, de complot, dans le fond, pour éliminer, de machination, aussi, pour éliminer des personnes gênantes? Ou est-ce que, dans le fond, ce qui a été dit dans les médias, bien, c'est ce qui s'est passé finalement? Puis quand on dit conspiration, là, c'est un peu fort comme mot dans des cas comme ça, parce que c'est depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, là, même dans le crime organisé, un témoin gênant. Là, c'est un témoin gênant qui disparaît. Là. On n'est pas dans une conspiration, admettons, là, les tours du World Trade Center. C'est ça, il n'y a pas d'Illuminati. On est dans quelque chose là. de quand même, c'est ça. Il n'y a pas de Ouija, il n'y a pas ça. On est quand même dans quelque chose où ce que, oups, toi, t'en sais trop, bye-bye, là. Il n'y a rien de si, comment je pourrais dire, illuminé que ça, de penser puis que ça se peut. La base de la conspiration, c'est deux personnes qui se jasent pour mettre au point une façon de, par exemple, dans le but de se débarrasser de quelqu'un ou de faire une action pour leurs propres intérêts. À la base, c'est ça une conspiration. C'est pas nécessairement un État qui est en arrière d'une affaire, une organisation paramilitaire ou de renseignement. Non, c'est vrai que le terme est rendu un peu
plus fort, un peu trop fort par rapport à ce qu'il est en il devient réalité. risible un peu. Ah, Tu sais, c'est ça. conspiration, mais dans le fond de conspiration, comme tu dis, c'est vrai, ça peut être de machiner quelque chose, de planifier. On peut jaser tous les Mais, deux de se débarrasser de quelqu'un. Là, c'est ça. bon, on mais le ferait pour moi, peut-être pas devant les auditeurs, par exemple. conspiration, ça devient plus fort. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est pas quelque chose de tirer par les cheveux, de penser qu'on élimine Tout à quelqu'un. fait. Ça se fait encore aujourd'hui. Exactement. Dans les années 50, ça devait se faire 100 fois plus. Donc, pour moi, il n'y a rien de si tiré par les cheveux que ça, comme histoire que les deux auraient pu être assassinés pour des raisons qu'on a nommées. Oui. Je trouve que on est même tout à fait dans le ton des années 50. Oui, je suis bien d'accord. Pour terminer, puis des fois, on en Oubliez lit... pas, je m'excuse, oubliez Oui, pas vas-y. d'aller voir pour vous faire une tête justement pour vos hypothèses sur le site ou sur la page Facebook. On va mettre les articles de journaux comme ça. Des fois, le visuel, hein, on le dit, ça peut aider à vous aider à peut-être nous aider à émettre votre opinion sur ça. Tout à fait. Puis tous les liens se trouvent dans les notes de l'émission. Vous pouvez retrouver tout ça dans le fond dans retrocrime.com avec tous les liens pertinents et toutes les informations. Voilà qui conclut donc cet épisode sur l'histoire de Victor Loranger. Donc je vous invite encore une fois à nous retrouver sur retrocrime.com et puis pour un prochain épisode. Bye bye. Bye!